Antoine Janet, je suis responsable et coordinateur de la rénovation énergétique et de la construction durable pour Isover et Placo, donc fabricant d'isolants et fabricant de plaques de plâtre du groupe Saint-Gobain. Antoine, qu'on vous donnerait la parole parce que il y a un sujet qui est important, c'est l'hétérogénéité du bâti. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un bâtiment qui soit le même, que ce Ce serait soit trop simple. à Paris, on parle d'immeubles haussmanniens. Et donc, du coup, ça joue un rôle important dans le cadre d'un projet de rénovation énergétique. C'est exactement ça, c'est ce qui fait aussi la richesse de la France, hein, la spécificité de notre patrimoine, c'est qu'il est très hétérogène. On a un patrimoine qui est très ancien, mais très hétérogène. Et donc, c'est difficile d'imaginer des solutions qui soient reproductibles systématiquement pour chaque bâti. Donc, c'est à chaque fois du sur-mesure. Alors, quand on prend, quand on regarde comme ça, d'abord les déperditions énergétiques d'un immeuble, alors, encore une fois, c'est un exemple parce qu'il y a une telle diversité dans les typologies du bâti qu'on pourrait faire presque des cas particuliers par chaque année de construction. Mais quand on regarde cet exemple-là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a à peu près 30% des déperditions énergétiques qui proviennent des murs et 24% qui proviennent des fenêtres. D'accord. Donc on a à peu près 50%, un peu plus de 50% des déperditions énergétiques. Encore une fois, c'est une moyenne en fonction du type de bâti. On a des différences si par exemple les immeubles sont mitoyens ou non mitoyens, etc. Mais ce qu'on constate, c'est qu'on a toujours quand même une déperdition énergétique très importante. 50%, quoi, à peu Un près. peu plus, ouais, Ouais, c'est ça, c'est un ça. peu plus de 50, c'est un peu plus de 50%. Et donc, prioritairement, c'est vrai qu'on va intervenir sur cette partie-là, sur cette partie enveloppe pour être efficace. On va commencer d'abord par travailler sur cette partie-là. Quand on regarde, justement, je vous parlais de la diversité du bâti, par type comment dire, d'année de construction. Donc forcément, on va voir les grandes familles hein, avant 1915, donc avant la révolution pré-industrielle. Là, je vais revenir en arrière. Entre les guerres, les constructions des collectifs, des grands collectifs après-guerre, et puis on va voir voilà, ces différents types de constructions. Donc, beaucoup d'hétérogénéité dans le bâti. Ce qu'on constate quand même, c'est qu'il y a deux grandes familles importantes, on va dire. Ça va être les petits collectifs pré-industriels, donc construits avant 1915, et les moyens et grands collectifs construits après-guerre, qui représentent à chacun d'eux un peu plus de 13% des logements collectifs, 13% chacun. Et quand on regarde justement dans le détail, par exemple, pour l'exemple des petits collectifs pré-industriels, ce qu'on constate, c'est que d'abord, sur leur classement énergétique, c'est qu'ils sont très mal classés, hein. On a un DPE moyen qui est autour du F, d'accord. Donc, ils sont considérés comme des passoires énergétiques. Ensuite, quand on s'intéresse au mode constructif, ce que l'on remarque également, c'est que les parois verticales sont composées soit de maçonnerie en pierre de taille, en moellon, en briques, etc. Et sur les planchers bas, on est généralement sur des terre-pleins ou des caves voûtées. Ensuite, sur les planchers hauts, alors on peut être sur de la toiture à deux plans mansardés, et puis sur des greniers qui sont ventilés généralement. Et donc ça, c'est le cas spécifique des petits collectifs pré-industriels. On va parler aussi des grands et moyens collectifs, et après, je vous présenterai tout de suite après les solutions qui permettent de répondre sur ce type de logement. Donc, sur les grands et moyens collectifs, on se rend compte, on constate que les classements énergétiques sont entre D et E, en moyenne. Ça, c'est des immeubles, ce qu'on appelle des 30 glorieuses, hein, C'est ça, après-guerre. c'est ça. Il fallait loger vite les Français après-guerre, donc et c'est exactement ça. Donc c'est des immeubles qui ont été construits rapidement, qui sont souvent décriés à juste titre, hein, parce que quand on regarde leur classement énergétique, ils ne sont pas bons. En paroi verticale, on retrouve des murs en béton, d'accord, majoritairement. On retrouve quand même aussi un peu de briques et surtout, et ce qui complexifie par exemple la rénovation en isolation par l'extérieur, la présence de balcons et de monnaies nature. En plancher bas, on est souvent sur des sous-sols qui sont non chauffés et sur des planchers hauts avec la présence de toitures terrasses. Donc une fois qu'on a vu la diversité de ce patrimoine, là j'ai pris deux exemples. Ce qui est important, c'est de regarder quelles sont les solutions efficaces pour pouvoir les adresser. Alors, nous, dans un parcours de rénovation énergétique, chez Isover et chez Placo, on considère qu'il faut d'abord commencer par l'isolation de l'enveloppe.
Donc, on va parler là d'isolation des murs notamment, et des murs et des combles, là, par exemple, de la toiture. Et pour pouvoir adresser efficacement l'isolation des murs, on a ce qu'on appelle chez nous une stratégie multimatériaux, c'est-à-dire qu'on propose différents types de matériaux, différents types d'isolants qui vont répondre à des usages spécifiques. Donc nous, on fabrique de la laine de verre depuis plus de 85 ans. De la laine de verre, donc un isolant recyclable à l'infini, qui intègre maintenant jusqu'à plus de 80% de verre recyclé pour certains de nos certains sites de production. On va retrouver de la laine de roche depuis plus de 30 ans et de l'isolation biosourcée depuis plus de 20 ans. On ne connaît pas toujours sur l'isolation biosourcée, mais ça fait plus de 20 ans, ouais, qu'on fabrique la fibre de bois, par exemple, de la laine de chanvre il y a 20 ans, de la laine de coton depuis peu. Antoine, alors pour continuer, hein, donc on va rentrer dans le détail là, euh, des, euh, des matériaux. Là, on va parler d'approche multimatériaux, hein. Vous avez commencé tout à l'heure à le dévoiler. On va vous redonner la zapette. Voilà, c'est Elisabeth qui a Ok, la zapette. merci beaucoup. Voilà, qui est là. Oui, parce qu'il y a plusieurs. Il y a plusieurs solutions de matériaux qu'on peut mettre. C'est On ça, entend beaucoup aujourd'hui parler de matériaux biosourcés. tout à fait. Et donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en œuvre pour atteindre des efficacités énergétiques intéressantes et puis atteindre ces 35% de gains énergétiques, hein, au global pour bénéficier des aides? Alors, bah, de manière générale, de toute façon, quand on se lance dans des travaux d'isolation, le retour sur investissement d'un point de vue énergétique, il est quasiment immédiat. Quand on décide d'isoler son enveloppe, le retour sur investissement d'un point de vue énergétique, mais également d'un point de vue carbone. C'est-à-dire que, par exemple, je prends l'exemple de la laine de verre, quand on fabrique, nous, un isolant en laine de verre, le retour sur investissement, l'amortissement d'un point de vue carbone, il se fait les 4 premiers mois de l'utilisation de l'isolant. C'est-à-dire que les 4 premiers mois, l'économie d'énergie qu'on va générer avec l'isolation va amortir l'énergie qui a été nécessaire pour fabriquer le matériau. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, il y a une approche multimatériaux, nous, chez Isover, c'est que culturellement, on fabrique de la laine de verre depuis plus de 50 ans, mais ça fait plus de 30 ans qu'on fabrique également de la laine de roche pour certaines applications, et de l'isolation biosourcée depuis plus de 20 ans. Le point commun de tous nos matériaux, de tous nos isolants, c'est à chaque fois, on va essayer de les fabriquer, de les designer avec une logique d'analyse de cycle de vie qui s'appuie sur l'économie circulaire, mais pas que, autour de l'analyse de cycle de vie. C'est-à-dire qu'en gros, on va analyser sur différents critères environnementaux, ce qu'on appelle une analyse multicritère, euh, l'ensemble du cycle de vie de nos matériaux, donc de l'extraction de la matière première jusqu'à la fin de vie. Donc la fin de vie, ça peut être l'incinération, l'enfouissement, mais ce qu'on essaye de faire en général, c'est de les inscrire dans une logique de circularité, donc de créer des matériaux qui soient recyclables à l'infini, comme c'est le cas par exemple pour la laine de verre. Donc à chaque fois, on a cette approche multimatériaux avec des sites industriels qui sont répartis dans toute la France. Et le fait d'avoir des sites industriels répartis dans toute la France, ça va permettre plusieurs choses, plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'on va être en général à proximité de notre matière première, donc ça va permettre de minimiser encore une fois l'empreinte environnementale, mais ça va permettre aussi d'être à proximité des chantiers, donc de pouvoir limiter le transport des usines jusqu'au chantier. Euh, Quand on regarde un peu plus dans le détail, si je prends l'exemple de la laine de verre, donc on va retrouver, comme je vous le disais, différents sites industriels. Donc on a trois usines qui sont réparties sur le territoire français. Une usine à Chalon-sur-Saône qui utilise déjà d'ailleurs plus de 80% de verre recyclé comme matière première. C'est-à-dire qu'on va remplacer le sable, qui était une matière première historique pour fabriquer de la laine de verre, hein, de la silice, par du calcin, par du verre recyclé. Alors, ça a plusieurs avantages, ce remplacement de matières premières. Le premier avantage, c'est que ça va permettre des économies sur la biodiversité. C'est-à-dire que ça a toujours plus de sens d'utiliser des matériaux recyclables, enfin des déchets, pour remplacer de la matière première vierge, hein, c'est-à-dire qu'on évite les prélèvements de matière, et on remplace donc ce sable par ce verre recyclé. Et donc ça, c'est une première étape, on va dire, de la recyclabilité de nos isolants, parce que l'idée ensuite et à long terme, c'est qu'on utilise nos déchets de déconstruction, c'est-à-dire les déchets de laine de verre, pour fabriquer une nouvelle laine de verre. D'accord? Donc on est vraiment dans un isolant qui est 100% recyclable à l'infini. Il y a déjà une obligation, alors de mémoire, ça s'appelle PEMD, c'est ça, une obligation de diagnostic pour
trouver les matériaux qu'on peut recycler. C'est ça. Il y a aussi ce qu'on appelle la REP, la responsabilité élargie des producteurs. Et donc, nous, en tant qu'industriels, en tant que fabricants de matériaux, ce qu'on doit proposer, c'est un exutoire, c'est-à-dire être en mesure d'accepter des déchets de déconstruction pour pouvoir les recycler et les remettre dans notre boucle industrielle. C'est ça. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on essaye enfin, c'est pas au-delà d'essayer, c'est ce qu'on met en place à Orange, à notre usine d'Orange, à l'usine de Chemillé, où on réceptionne tous les jours des déchets de déconstruction, des déchets de la laine de verre qui a été posée il y a 30 ans, 40 ans, et qu'on va réintégrer dans notre process de fabrication. Donc l'avantage, comme je vous le disais, c'est que ça permet d'éviter de la matière première, mais aussi un avantage important, c'est que quand on utilise par exemple du verre recyclé à la place du sable, ben, ça va permettre de réduire les températures de fusion. Et quand on réduit les températures de fusion dans un site industriel, même si tous nos fours sont électriques et donc par conséquent, ils génèrent peu de gaz à effet de serre parce qu'on a la chance de s'appuyer sur le mix énergétique français qui est décarboné, il n'empêche que quand on réduit les températures de fusion, on va également consommer moins d'énergie et donc générer moins de gaz à effet de serre. Donc il y a un avantage sur la biodiversité et sur le carbone également. La laine de roche, elle va répondre à des applications plus précises. Alors, je ne l'ai pas précisé sur la laine de verre. La laine de verre, c'est un peu, je vais revenir rapidement sur la laine de verre, c'est un peu le couteau suisse de nos isolants. C'est-à-dire qu'on couvre presque toutes les applications possibles dans le bâtiment. D'accord ? Donc, c'est pour ça que c'est le matériau qu'on fabrique le plus aujourd'hui. C'est parce qu'on a un nombre d'applications qui sont très importantes qu'on est capable d'adresser avec de la laine de verre, que ça soit de la toiture, en mur, etc., en isolation par l'intérieur ou par l'extérieur. La laine de roche, elle, est fabriquée donc dans la Creuse, à Jonouillat, et on utilise du basalte. Du basalte, c'est de la roche volcanique qui est située également à proximité de l'usine, encore une fois dans cette logique d'avoir des sites industriels à côté de la matière première. Et la laine de roche, on est sur un process de fabrication qui est légèrement différent de la laine de verre, mais la laine de roche, elle va nous permettre de répondre à certaines applications spécifiques, c'est-à-dire quand on a besoin de résistance au feu, on saurait le faire en laine de verre, on sait déjà le faire en laine de verre, mais quand on a besoin en plus de résistance à la compression, à la densité. Donc il y a certaines applications où on a besoin des deux, le feu et la compression, pour faire simple. Donc dans ces cas-là, on ne sait pas le faire autrement qu'en laine de roche. Donc c'est un produit technique qui répond à des applications très spécifiques. Dans le bâtiment, là, pour donner un exemple, alors je ne veux pas vous coincer, mais la compression dans le Bah, bâtiment, la compression, par exemple, on peut en avoir besoin en toiture plate, ouais. en isolation sous chape, par exemple. Donc, on a des charges d'exploitation. En gros, l'isolant va être soumis à la compression. Donc, on a besoin d'isolants qui soient résistants. Ça, c'est un exemple dans lesquels on peut avoir besoin de laine de roche. Et en isolation à l'extérieur, par exemple, où on va chercher à avoir des matériaux qui sont ouverts à la diffusion de la vapeur d'eau, ce qui est le cas de la laine de roche, mais comme la laine de verre d'ailleurs. Résistant à la compression, c'est-à-dire qu'on a une bonne résistance mécanique pour s'assurer d'une bonne tenue de la façade. Donc ça veut dire que pour les copropriétaires qui nous écoutent, en fonction des contraintes qu'ils vont avoir dans leur bâtiment, ils vont devoir utiliser différents matériaux à différents endroits. C'est ça. Alors, nous, on va conseiller à chaque fois plusieurs types de matériaux en fonction aussi du budget et des applications. Parce qu'il y a plein d'applications sur lesquelles on sait le faire en laine de verre, en laine de roche et en fibre de bois. Il y a certaines applications très spécifiques où on va proposer qu'une seule nature de matériaux. D'accord ? Alors, ensuite, on va retrouver aussi notre fibre de bois qui est donc fabriquée sous la marque Isonat. Donc la particularité de notre fibre de bois, c'est qu'elle est 100% française. J'insiste là-dessus parce que le fait d'avoir des matériaux biosourcés, donc issus de la biomasse animale ou végétale, ça a un intérêt bien évidemment d'un point de vue environnemental parce que ça va permettre de stocker du carbone. Mais ça a encore plus de sens quand cette production est locale et quand elle est à proximité des chantiers. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est que c'est issu de forêts qui sont correctement gérées. Alors, pour faire simple, une forêt qui est correctement gérée, c'est une forêt qui joue son rôle de puits carbone, c'est une forêt en croissance qui va donc stocker plus de carbone qu'elle en émet. Et ça paraît basique, mais ce n'est pas le cas de toutes les forêts en France, loin de là. Donc nous, on est situé dans la Loire et
la matière première qu'on utilise, donc ce qu'on appelle des coproduits de scierie, vient à moins de 60 km de l'usine. Donc on vient s'assurer, entre guillemets, de la pertinence et de la qualité de la matière première. Et ensuite, on fabrique des isolants souples ou des isolants rigides, donc prévus pour l'isolation intérieure ou extérieure. Et on va retrouver le petit dernier en isolation biosourcée, l'isocoton, où là, on va utiliser donc des chutes de textiles recyclées et on va fabriquer avec un isolant qu'on vient thermofixer, en fait thermocoller du textile et fabriquer un isolant qui va être prévu pour l'isolation intérieure. Donc l'isolation de murs, par exemple, par l'intérieur, mais également l'isolation de combles perdus ou l'isolation de combles aménagés. Voilà, là, on a vu toutes les diapos. La fibre de bois, ça marche aussi en isolation intérieure? Alors, la fibre de bois, ça marche en isolation par l'intérieur. C'est d'ailleurs une des applications principales donc on va Ouais. rencontrer sur la fibre de bois. Pour l'anecdote, quand on s'est intéressé, ça fait long, je vous ai dit, ça fait 20 ans qu'on s'intéresse à l'isolation biosourcée chez Isover. Mais sur la partie fibre de bois, on a été les premiers à obtenir des avis techniques, donc avoir le droit de poser des isolants avec un domaine d'emploi, une application qui est certifiée, qui est garantie, etc. Les premiers avis techniques qu'on a eus en fibre de bois, c'était justement pour de l'isolation intérieure, l'isolation de murs et l'isolation de combles. Sur les tenues au feu, là, j'imagine, là, je me fais l'écho là, du public hein, qui nous écoute sur les tenues au feu, du bois, du Alors, coton. En fait, la réglementation feu en France, il faut avoir en tête deux notions qui sont relativement simples, on va dire. À l'intérieur, ce qu'on va chercher, c'est avoir des systèmes qui soient résistants, d'accord? Donc éviter que les bâtiments tiennent debout, pour faire simple, pour permettre l'occupation, enfin l'évacuation des occupants. Et donc, dans ces cas-là, c'est le système dans son intégralité qui doit garantir cette performance-là. Donc, on a une plaque de plâtre, par exemple, une ossature et un isolant. D'accord? Et donc, tous nos isolants biosourcés sont testés et ont ce qu'on appelle des PV-feu. Mais ils sont testés dans une approche système, c'est-à-dire avec une plaque devant et dans une composition de système dans son intégralité. Je comprends, bien sûr, le plâtre d'ailleurs Le plâtre est un est un écran thermique. Merci pour cette précision. À l'extérieur, c'est plus, c'est d'autres approches où là, on va éviter la propagation du bruit de la façade et donc on a une approche différente où on va utiliser d'autres types de matériaux.